Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition du Grand JT des Territoires. Voici tout de suite les titres de l'actualité. Scarface dans les Caraïbes, une saisie exceptionnelle de cocaïne dans la zone maritime des Antilles. La valeur de revente se compte en plusieurs centaines de millions d'euros. La situation est alarmante et le trafic s'intensifie. Nous y reviendrons avec notre partenaire de Via ATV Martinique sur place. Un événement spectaculaire autour de la science. Des scientifiques du monde entier se sont rendus à la première édition du Paris-Saclay Summit. Un événement qui met à l'honneur l'excellence française et la portée mondiale de la recherche publique et privée. Plus de 60 conférences étaient organisées. Nous nous y rendrons sur place. C'était à Saclay dans les Yvelines. Et puis dans ce journal, c'est une filière qui peine à redémarrer sur le bassin d'Arcachon. Après l'interdiction de vente due à un virus, les huîtres y sont à nouveau consommables. Mais les consommateurs se font encore trop rares. Nous y reviendrons avec notre partenaire TV7, la chaîne du groupe Sud-Ouest. Et puis c'est l'un des métiers les plus populaires chez les Français. Nous irons à la rencontre d'enfants qui découvrent ce métier de pompier. L'occasion pour eux d'apprendre les bases du secourisme et de se sensibiliser aux risques. Nous y reviendrons en fin de journal. Pour commencer ce journal, plus de 8 tonnes de cocaïne saisies dans la zone maritime des Antilles en moins de 10 jours. La valeur totale de revente se compte en plusieurs centaines de millions d'euros. L'an dernier, un peu plus de 11 tonnes avaient été interceptées. Ce record risque bien d'être dépassé en 2024. La situation est alarmante dans la région. Un reportage de Loïc Régis pour notre partenaire Via ATV sur place. 8 tonnes 3 de cocaïne saisies dans la zone maritime des Antilles par les forces armées en moins de 10 jours. Un bilan des interceptions dont se félicitent les autorités. Les opérations ont été menées par les équipes du Germinal et de la combattante. Tout d'abord, le 20 février, un renseignement signale un bateau de pêche panaméen. À son bord, 137 ballots pour un peu plus de 3 tonnes de cocaïne. 3 jours après, un navire de pêche vénézuélien cette fois. Là encore, 3 tonnes de poudre blanche. Enfin, les 26 et 28 février, 2 nouveaux bateaux sont interceptés avec chacun 1 tonne de stupéfiants. 8 personnes sont actuellement en détention provisoire. Il s'agit de ressortissants britanniques, sud-africains, allemands, russes, espagnols et colombiens. Probablement des petites mains des trafics, la justice débute à peine ses investigations dans ces affaires. Pour nous, après, c'est des instructions qui sont relativement longues pour essayer d'établir ce qu'il en est d'une filière. C'est-à-dire que si on n'y réussit pas, on aura au moins les 4 comptes là. Et si on y réussit, on peut espérer mettre d'autres personnes en examen ou décerner contre elles des demandes d'extradition si ce sont des personnes à l'étranger. Et dans ces cas-là, on les signale à Interpol et on peut essayer de les arrêter partout dans le monde. L'amélioration des techniques, amélioration des renseignements et de la coopération internationale, des facteurs déterminants pour le succès de ces opérations de saisie. Ça passe en fonction des configurations par des relations directes. À l'OFAS, on a un programme aussi particulier de coopération en termes de renseignements, notamment avec nos collègues de Saint-Lucie. On y travaille avec la Dominique. Et surtout le dispositif, par exemple la DCIS, avec les officiers de liaison et attachés de sécurité intérieure aussi, qui permettent là de relayer nos demandes et de travailler en très bonne coopération avec les États étrangers qui nous entourent. L'an dernier, un peu plus de 11 tonnes de cocaïne avaient été interceptées. Un record qui risque bien d'être dépassé pour 2024 avec déjà 8 tonnes. La valeur totale des produits saisis au prix de revente se compte en centaines de millions d'euros. La science au cœur de cette première édition du Paris-Saclay Summit. Pendant 2 jours, le magazine Le Point, la région Île-de-France et la communauté d'agglomération Paris-Saclay ont réuni une centaine de scientifiques venus du monde entier. Plus de 60 conférences étaient organisées pour le grand public. Une occasion de montrer que la science peut apporter des réponses aux enjeux de demain. Un reportage de Christophe Rigaud, regardez. Les amateurs de science étaient bien au rendez-vous pour la première édition du Paris-Saclay Summit. Pendant 2 jours, scientifiques, chercheurs, entrepreneurs, étudiants et acteurs de la société civile ont pu débattre sur le rôle de la science dans le progrès face aux défis majeurs de demain. Le climat, c'est fondamental. Le numérique et tous les problèmes, toutes les dérives qui existent, et puis les sujets de santé. Il y a une accélération de la science en matière de médecine qui est invraisemblable et qui va probablement avoir encore une deuxième accélération avec l'émergence
de l'intelligence artificielle générative. La conférence sur l'intelligence artificielle a fait salle comble. Un sujet qui passionne et inquiète à la fois. Mais une chose est sûre, c'est qu'elle va révolutionner notre quotidien. Il y aura des applications dans tous les secteurs. C'est comme l'imprimerie, vous voyez, le livre imprimé, il diffuse absolument partout, l'électricité aussi partout. Tous les métiers rédactionnels, c'est-à-dire les métiers liés à l'écriture de textes. Mais alors, des avocats, des médecins qui écrivent des comptes rendus aussi de visites médicales. Est-ce que nos cerveaux, nos propres cerveaux humains vont apprendre de la même manière? Est-ce que l'éducation de nos cerveaux, elle, va changer? Elle aussi va sans doute changer. Comme l'électricité, comme l'imprimerie, cela aura un impact sur l'ensemble de notre vie. La science est également à l'œuvre dans la transition écologique. Le solaire et le photovoltaïque ont le vent en poupe, notamment grâce aux dernières découvertes scientifiques. Le silicium va à terme voir apparaître les technologies dites couche mince. Alors la couche mince, c'est quoi? C'est quelque chose qui est plus sobre en quantité de matière, plus sobre en quantité d'énergie. Ça permet de diviser par 10, par 20 le coût de production. Et donc c'est à ça que travaillent les laboratoires français de la R&D, en particulier l'IPVF. Ce premier événement autour de la science ne s'est pas installé par hasard sur le plateau de Saclay. Ce territoire, véritable capitale internationale de la science, est le 8e pôle mondial d'innovation. Il se passe des choses exceptionnelles ici, que ce soit sur la question du quantique, sur la question des biotechnologies, sur la question de l'IA. 40% des ingénieurs IA en France sont de Paris-Saclay. C'est un territoire où vraiment énormément des prochaines ruptures technologiques s'inventent, que ce soit en recherche fondamentale ou en recherche appliquée. Ici, le territoire abrite 20% de la recherche française, avec un objectif de 25% d'ici 2030. Et puis, on l'a vu au cours de ces 2 jours de colloque, l'Île-de-France est la première région scientifique européenne avec plus de 100 000 chercheurs. Et sa présidente Valérie Pécresse a l'ambition d'en faire un grand pôle mondial d'innovation. Elle était au micro de notre partenaire TV78 lors de cet événement qui met à l'honneur l'excellence française. Je vous propose de l'écouter. Nous avons comme ambition de rester la première région d'innovation d'Europe et de jouer dans la cour des grands. La cour des grands, c'est la Silicon Valley, c'est Shenzhen. Donc nous voulons être la Silicon Valley d'Europe. Et nous avons tous les atouts pour ça. Nous avons tous les atouts pour ça parce que nous avons une école mathématique qui est hors norme. La première du monde. Ça fait de nous potentiellement, effectivement, la grande terre d'innovation. Et derrière le fait d'être une grande terre d'innovation, il y a évidemment la souveraineté, la maîtrise de notre destin. Si nous ne voulons pas que l'avenir du monde s'invente ailleurs, en Chine, aux États-Unis, en Russie, eh bien nous devons prendre le leadership. Et puis dans ce journal, retour sur une journée historique. C'est un vote qui sera gravé dans le marbre. Les députés et les sénateurs ont largement approuvé l'inscription de l'interruption volontaire de grossesse dans la Constitution lundi dernier à Versailles. Ils étaient réunis Congrès pour voter. Retour sur une journée historique avec Grégory Canal, Patrick Jacques de Dixmude, Régine Rallèche et Léa Carme pour notre partenaire TV78 sur place. Pour l'adoption, 780. Contre, 72. C'était un dénouement prévisible, mais qui n'empêche pas la joie d'envahir l'hémicycle. L'interruption volontaire de grossesse sera bien inscrite dans la Constitution française. Nous avons adopté ce texte à une très large majorité des 3/5. Donc c'est un honneur d'avoir participé à notre niveau à l'écriture de cette histoire. On ne pensait pas qu'il y aurait un tel raz-de-marée. Et c'est ça qui est, à mon sens, aussi une grande victoire aujourd'hui. Après 3 heures de séance, les parlementaires réunis en congrès à Versailles se sont largement exprimés en faveur de l'inscription de l'IVG dans la Constitution. Sur les 852 suffrages exprimés, 780 députés et sénateurs ont voté pour et 72 se sont opposés au texte. Tous les parlementaires yvelinois ont donné un vote favorable. Seul Gérard Larcher, le président du Sénat, s'est abstenu. C'est une journée historique pour les femmes françaises qui voient un de leurs droits fondamentaux, celui de l'interruption volontaire de grossesse, protégé par la Constitution. Une journée historique dont ont profité les opposants à l'IVG pour faire entendre leur voix. Plusieurs centaines de personnes se sont regroupées place Hoche à Versailles. On est là pour dire que cet acte, il est quand même mauvais. En fait, c'est le contraire de la vie, c'est la mort. Et donc,
l'acte est à condamner. L'inscrire comme ça dans la Constitution, en fait, ça rend ce geste absolument normal, comme si juste on y va pour se retirer une épine qui nous gêne, alors qu'en fait, c'est bien plus important que ça et c'est vraiment un impact psychologique énorme. L'idée de garantir l'accès au droit à l'IVG dans la Constitution avait été initiée par les députés de la France Insoumise en 2018, une initiative d'abord rejetée par la majorité présidentielle avant d'être reprise dans un projet de loi en 2022. C'est Aurore Berger, à l'époque députée des Yvelines et présidente du groupe Renaissance à l'Assemblée nationale, qui a porté le texte. Il y a l'enjeu évidemment de préserver l'accès, la question de la santé, l'accès aux soins. Sur ce que j'ai dit, on préserve ce droit pour maintenant et surtout pour l'avenir. Et notre responsabilité, c'est d'en garantir l'effectivité partout en France. Ultime étape de l'entrée de l'IVG dans la Constitution, la cérémonie de scellement. Ouverte pour la première fois au public, elle se déroulera place Vendôme à l'occasion de la Journée internationale des droits des femmes, en présence d'Emmanuel Macron. Voilà, et puis tout à fait autre chose. Nous recevions ce jeudi l'ex-ministre de l'Agriculture, Julien de Normandie, dans notre émission politique Face au territoire sur TV5 Monde, en collaboration avec Ouest France, Nice Matin, France Antilles, le magazine Le Point et 20 minutes. Nous l'avons notamment interrogé sur la crise agricole dans notre pays. Je vous propose de l'écouter, c'était sur TV5 Monde. Il a bien géré la crise, Gabriel Attal, ou pas ? C'est comme dirait le langage populaire. Je me sens hésitant, là. Non, parce que c'est dans la formule que je vais employer. Comme le dit le langage populaire, c'est à la fin de la foire qu'on compte les bouses. Si vous voyez ce que je veux dire. Qui est une expression qu'on utilise beaucoup au Salon de l'Agriculture. Pourquoi je dis ça ? Parce que la crise, elle est encore en plein. D'accord. Et donc, il y a un nouveau rendez-vous qui a été donné, qui est au moment... donc l'ancien ministre de l'Agriculture va observer ça de près pour juger. Mais oui ou non, moi, il a bien géré. Non, mais moi, je ne suis pas là pour juger. Je pense que... Vous êtes bien placé, vous avez été en charge de ce dossier. Bien sûr, et puis je continue à beaucoup converser, à la fois avec le monde agricole, à la fois avec le gouvernement, pour essayer de trouver ces voies de passage à ma humble place. Mais je pense que quand j'utilise cette expression, c'est vraiment pour dire, aujourd'hui, il y a une très grande crainte du monde agricole, il y a une très grande attention du gouvernement pour renouer cette confiance. Il faut que... Et ça, c'est très important dans le monde agricole. Quand on prend des engagements, on les mène jusqu'au bout. Et c'est ce qui est en train de se jouer en ce moment. Dans ce journal, nous nous rendons maintenant sur le bassin d'Arcachon, où la vente d'huîtres peine à redémarrer. Après l'interdiction de vente due à la contamination du norovirus, les huîtres sont de nouveau de retour sur les étals des commerçants. Mais les consommateurs se font encore trop rares et la filière déplore une perte de 5 millions d'euros dans la région, comme l'a constaté Océane Archambault pour notre partenaire TV7, la chaîne du groupe Sud-Ouest sur place. Attention. Comme tous les samedis, ces habitués du marché du Tech dégustent des huîtres du bassin d'Arcachon. Elles ont ce petit goût de noisette dans le pied que n'ont pas forcément les autres huîtres. On en mange 4 douzaines tous les week-ends. Ce sont les meilleures huîtres de France. Ce sont celles du bassin d'Arcachon. Des consommateurs encore trop peu nombreux à remanger des huîtres. Alain, ostréiculteur sur le bassin d'Arcachon, s'inquiète de la reprise difficile. Comme on peut le voir, la consommation est à la baisse. Il y a une tendance, il y a une appréhension suite à cette fermeture due au norovirus. Les gens ont quand même une appréhension à reprendre la consommation. Depuis l'interdiction à la vente des huîtres du bassin, cet ostréiculteur a perdu 60% de son chiffre d'affaires. Une situation qui fragilise les producteurs. On se retrouve pas en déficit, mais pas loin. On travaille à flux tendu. Les 3 semaines d'interdiction à la vente laissent encore des traces. Pour redonner confiance aux consommateurs, la municipalité d'Audange a lancé une opération séduction, une initiative dont les ostréiculteurs avaient besoin. Les 3 producteurs du port ont pu faire ouvrir une trentaine de douzaines chacun qui ont été offertes pendant le marché, ça c'est cool. Il y a eu du monde, c'est parti vite. Il y a des gens qui se sont intéressés à nous, de gens moins, mais la démarche est bien. Pour rappel, le comité régional de la conchiliculture Arcachon-Aquitaine évalue la perte à 5 millions d'euros. Pour les ostréiculteurs, une question plane encore. Qui va payer l'addition ? Avis aux gourmets dans ce journal. Regardez ce village près de Chamonix où cet ancien relais de poste est devenu le site et la propriété d'un jeune chef cuisinier.
Grâce à ses nombreuses expériences passées, il propose une cuisine tout en finesse et en surprise. Un reportage de Sébastien Germain pour notre partenaire 8 Mont-Blanc. À Servoz, l'auberge des Gorges était déjà un lieu historique. Hugo Le Mercier, le maître de maison depuis quasiment 2 ans, l'a transformé en un lieu authentique. L'auberge et ses 6 chambres et le restaurant et sa vingtaine de couverts sont une véritable invitation pour passer un moment un peu hors du temps. C'est un bâtiment de la fin du XVIIIe siècle qui a été construit ici sur Servoz, qui a été transformé en auberge dans les années 1960 et puis qui depuis là on a toujours eu une jolie réputation. Et oui, c'est vrai que c'était un challenge de reprendre et puis de faire briller cet établissement. Puis je suis tombé sous le charme du village de Servoz, dans la vallée de Chamonix, parce qu'on est vraiment bien. On n'est pas loin de tout, mais on est au calme. Et puis c'est vraiment un établissement saisonnier où on a de l'activité toute l'année, avec la chance qu'on a d'être au pied du Mont Blanc. Et c'est vraiment pour ça que je me suis installé ici. Retrouver le jeune chef au Savoyard à la tête de cette institution n'est pas réellement une surprise, tant son parcours est jalonné d'étapes diverses et variées. D'ailleurs, sa cuisine raffinée est un savoureux mélange de savoir-faire local et d'inspiration étrangère issue de son parcours. On est sur une cuisine de produits locaux, des cuisines de poissons de lac, de produits de légumes de la région, au maximum de nos fromages aussi, fromages de Savoie, de Haute-Savoie. Et puis après, que je vais venir twister sur certains plats avec des choses issues de mes voyages, de mes expériences, notamment de l'Inde. De ses expériences passées au Royaume-Uni, en Suisse ou encore à Dubaï, Hugo Le Mercier a gardé l'exigence inhérente à ce métier, assaisonné d'un brin de folie et de surprise. En effet, à l'auberge des Gorges, le menu se commande à l'aveugle. On va commencer avec une huile flottante ce soir, mais salée. Vous allez retrouver une petite sauce dans l'esprit d'une crème anglaise, mais à l'ail. Il y a le premier menu essentiel qui est en 3 plats, le deuxième en 5 plats, menu expérience, et le dernier menu, l'expression, qui est en 8 plats. Voilà. Et là, c'est vraiment un concentré de tous les produits locaux de la région du moment. Île flottante salée, lentilles façon risotto ou encore butternut en dessert. La cuisine originale d'Hugo Le Mercier est un régal pour des papilles curieuses de nouveautés. Et 2 ans après s'être lancé dans cette aventure un peu folle, le jeune chef est convaincu qu'il est dans le vrai avec ses idées. J'ai vraiment réussi à monter un petit peu en gamme, à faire vraiment ce que je voulais, à faire une jolie table gastronomique. J'aime pas dire gastronomique, moi je dirais épicurienne, une jolie table épicurienne où les gens viennent, on est ouvert que le soir et le week-end pour le déjeuner. Le travail d'Hugo Le Mercier et de son équipe semble porter ses fruits, puisque l'auberge des Gorges est déjà référencée au niveau national. Une première reconnaissance qui en appellera peut-être d'autres. Et puis je vous l'annonçais dans les titres, des enfants qui découvrent les bases du métier de pompier. Dans ce centre de formation de la Sarthe, ces étudiants réalisent des interventions de secours et d'assistance. L'occasion pour eux de se sensibiliser aux risques et peut-être de devenir de futurs pompiers. Un reportage de Colin Ancel pour notre partenaire LNTV Sarthe. Regardez. L'uniforme paré, le casque porté, ces enfants deviennent de véritables pompiers. Oui, la tenue est trop grande, non, ils ne semblent pas dérangés. C'est bien parce que tu apprends plein de choses, comment faire la PLS, comment agir pour les feux. Au programme de cette matinée, différents ateliers, liés aussi à des risques domestiques comme un feu de friteuse. Les flammes sont assez impressionnantes avant que les pompiers ne les éteignent. À l'initiative de cette demi-journée, des élèves de BTS Axe du lycée La Germinière de Rouillon. Pour un projet scolaire, ces étudiants assistent les pompiers et sensibilisent les jeunes. Je trouve que ça nous apporte quand même justement de mettre en lien tout le monde, donc là l'organisation, et aussi de la relation avec les enfants. Enfin, c'est quand même pas souvent qu'on a affaire à des enfants. Et puis à des grandes personnes aussi, enfin des commandants, tout ça c'est quand même assez rare. Donc ouais, je trouve que c'est quand même assez bénéfique pour nous de faire ça. Étudiants, mairie de Rouet et le SDIS se sont coordonnés pour un événement qui leur apporte à tous. Pour les pompiers, l'objectif est même double. C'est vraiment d'amener les plus jeunes à être sensibilisés déjà pour eux-mêmes, aux risques domestiques, au secourisme, pour leur vie au quotidien, mais surtout nous de commencer à préparer l'avenir et pourquoi pas envisager des recrutements. Alors que ça soit pour eux, mais également pour leurs parents, parce qu'on sait très bien que quand ils vont rentrer à la maison, ils seront heureux comme tout et ils présenteront leur matinée à leurs parents et pourquoi pas leur donner envie de nous rejoindre comme sapeurs-pompiers volontaires. Un projet caritatif aussi, les étudiants de BTS ont également récolté des fonds, un peu plus de 200 € qui seront reversés à l'œuvre des pupilles pour les orphelins des sapeurs-pompiers. Direction la Marne dans ce journal maintenant pour le tournage du nouveau court-métrage d'Hugo Becker, réalisateur et comédien. Une centaine de figurants s'est déplacée sur le site de la Main du Massige, un lieu choisi pour reconstituer une scène de la Première Guerre mondiale. C'est un tournage de grande ampleur, soutenu par le département. Immersion dans les coulisses avec Elisa Wittich pour notre partenaire Moselle TV. Pas qu'on est concentré à fond quand je donne l'action. C'est avec enthousiasme que ces 80 figurants se jettent à corps perdu dans ces tranchées, sous l'œil avisé d'Hugo Becker.
Le réalisateur messin se lance dans son 6e court-métrage et aborde la Première Guerre mondiale depuis le prisme des postiers. Hugo a choisi de le traiter sous l'axe du thriller, c'est-à-dire qu'on a des postiers français qui ont franchi un checkpoint allemand et vont se faire interroger par des enquêteurs. Parce que autant le courrier était indispensable pour le moral des troupes, autant il pouvait générer des suspicions d'espionnage. Et Hugo a choisi ce thème en retombant sur des lettres de son arrière-grand-père qui a vécu cette guerre. Et donc il a souhaité aborder un thème qui pour lui est devenu personnel. Ok, allez bon. Et la machine, elle est où, la grosse machine? Machine à fumer, pyrotechnicien, cadreur, chef d'éco. Au total, c'est plus de 30 techniciens qui s'affairent aux abords de la Seine pour redonner vie aux tranchées. Les figurants, eux, sont en première ligne et parfois le temps est un peu long. C'est la première fois que je fais un tournage, donc voilà, c'est une découverte, mais c'est sympa. On attend souvent, mais c'est aussi comme ça que ça fonctionne. Hein. D'habitude, je suis plutôt en tenue allemande, puisque je suis passionné de l'histoire et je suis guide dans un fort allemand au sud de Metz. Et aujourd'hui, on me demande d'être figurant français. Je suis passé de l'autre côté. Ça va les gars? Ouais. Les scènes se déroulent dans un décor d'époque. Il y a plus de 100 ans, des hommes combattaient dans ces tranchées, ici à Massige, dans la Marne. Nous avons décidé de recreuser les tranchées sur l'ensemble de ce terrain, sur leur tracé d'origine et de les remettre en état comme elles pouvaient être à l'époque. Nous avons fait des découvertes, bien sûr beaucoup d'objets correspondant donc à cette période, des corps de soldats. Le court-métrage d'une 20aine de minutes s'intitule La ligne de vie et sera disponible en début d'année prochaine. Et puis ils sont si mignons lorsqu'on les voit grimper sur les arbres. Comment protéger la population d'écureuils roux? La Fondation Brigitte Bardot, qui agit depuis 40 ans pour la protection des animaux, se mobilise dans les Yvelines. Des panneaux de signalisation et des mangeoires ont été entreposés dans la forêt de Rambouillet, où un jardin de répit a vu le jour. Fabriqués par des bénévoles, ces mangeoires ont été conçus pour nourrir les écureuils roux en hiver. Je vous propose d'écouter l'une des responsables de la Fondation Brigitte Bardot au micro de Mélanie Faure pour notre partenaire de 20 minutes TV. Nous avons ici une mangeoire pour écureuils qui a été fabriquée par l'association de l'écureuil roux de Madame Sipierre et qui permet à un écureuil de trouver sa nourriture en hiver. Et elle permet à l'écureuil de stationner dans un premier temps sur cette petite plateforme et de trouver à l'intérieur de la nourriture adéquate qu'il affectionne tout particulièrement, comme les noix, les noisettes, les amandes. Ouvrons maintenant une page sport dans ce journal. En Corse, la 3e édition de ce tournoi de planche à voile s'achève sans la présence des compétiteurs nationaux. Mais les participants ont offert un spectacle impressionnant entre l'Île-Rousse et Calvi. L'occasion pour le public d'en profiter. Le club nautique de l'Île-Rousse travaille déjà à l'organisation de la prochaine compétition afin de proposer un événement d'ampleur. Écoutons l'un des directeurs de l'organisation au micro de notre partenaire sur place, Télépaésé. Cette Winfoil Cup est quand même un petit peu particulière dans le sens où on a eu moins de visiteurs, on va dire, du continent. Mais ça nous a permis de faire quelque chose qu'on avait envie de faire depuis très longtemps avec l'organisation et le club nautique d'Île-Rousse, à savoir des raids. On s'est permis avec les coureurs de faire des courses entre Calvi et Île-Rousse en matérialisant des lignes d'arrivée et de départ avec nos bateaux et ça a donné un spectacle fabuleux et les coureurs ont été enchantés par ce format de course. Saviez-vous qu'en France, près d'un senior sur 2 ne fait pas de sport? Et pourtant, ses bienfaits sur la santé sont connus, notamment sur l'espérance de vie. À 89 ans, cette femme l'a bien intégrée puisqu'elle va même plus loin en donnant des cours de gym à des retraités. Un reportage de notre partenaire de TBO et de la chaîne TB Sud, chaîne du groupe Le Télégramme en Bretagne. Regardez. On signe tout de suite, hein. Oui, hein. Pour être comme ça à 89 ans, on signe tout de suite, hein, les filles. Hein. Maryvonne, 89 ans, fait l'admiration de toutes. Chaque semaine, elle fait bouger les corps de retraités du Centre-Bretagne. Et pour l'octogénaire, la pratique d'un sport ne doit pas être une affaire de physique. Je n'avais pas le profil quand même athlétique. Moi, je suis plutôt du genre petite bretonne trapue. Et en fin de compte, ça n'a pas d'importance. Et quelle que soit sa corpulence et sa stature ou ses capacités physiques, on peut bouger son corps avec plaisir et tout en l'entretenant, parce que je crois très fort que les mouvements que je fais
sont des mouvements santé. Près d'une trentaine de personnes suivent ces séances de gym tonique dispensées bénévolement. 1 heure non-stop où les participantes d'une soixantaine d'années, à près de 90 ans, trouvent de nombreux bénéfices. La souplesse, l'entretien, voilà, le bien-être, d'être bien dans sa corps, dans sa tête. Maryvonne s'est prise de passion pour la gym à plus de 40 ans. Son combo gagnant, pas de cigarettes, peu d'alcool, une alimentation saine et le sport. Ce dernier a un effet indéniable sur son mental. Il faut aussi, je dirais, penser un peu ses gestes, quoi. Intérioriser son mouvement. Je pense que les deux sont en œuvre quand on fait de la gym, la tête et les jambes aussi. Le sport joue un rôle majeur dans la prévention de nombreuses maladies, mais c'est aussi une façon de créer du lien dans la bonne humeur et la sueur pour les participantes. Alors, pas d'excuses pour ne pas s'y mettre. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve très vite pour une nouvelle édition du Grand JT des Territoires. Au revoir.